Je vais peut-être finalement faire circuler 2-3 des livres que vous avez mentionnés pour que vous puissiez jeter un coup d'œil, et notamment un exemplaire de la revue dont je m'occupe et que je vais vous présenter très, très, très prochainement. Bien, un grand merci pour votre invitation dans ce cadre assez magnifique, à la fois le paysage et l'hôtel, et puis dans votre groupe très, très sympathique et convivial. Je vais essayer de commencer en faisant un tout petit lien avec la communication précédente, avec les questions de linguistique, et avec ce qu'Emmanuel Lavoué disait de l'idée même de reconnaissance. Oui, en fait, je ne sais pas très bien quel est l'intitulé de ma communication. J'en ai vu 3 qui sont succédés. On va garder don et reconnaissance. Ça serait l'intitulé le plus général. Et Emmanuel Lavoué, tout à l'heure, en présentant la séance, distinguait à juste titre 2 significations du mot reconnaissance. Première signification, on identifie quelque chose, une personne. Première signification. Deuxième signification, on lui attribue de la valeur. On attribue de la valeur à une personne. C'est la reconnaissance, qui est d'ailleurs de plus en plus thématisée dans un discours philosophique récent sur lequel on reviendra. Mais il y a une troisième signification qui est tout à fait importante à prendre en considération, qui apparaît plus en français que dans d'autres langues où elle n'apparaît pas. Troisième signification du mot reconnaissance, c'est la gratitude. J'ai de la reconnaissance vis-à-vis de vous. Et si on parle de gratitude, on voit immédiatement le lien entre la reconnaissance et le don. J'ai de la reconnaissance pour le don que vous m'avez fait. La première idée très générale pour entrer en matière dans la discussion que je vous propose. Et puis, deuxième remarque en liaison avec l'exposé de notre ami linguiste tout à l'heure, qui parlait de l'origine du mot symbolon, le symbole, et qui rappelait que le symbolon, c'est cet objet brisé en deux que se partagent des partenaires d'hospitalité. C'est de là que vient le mot symbole, le mot symbolique, ce mot qu'on met d'ailleurs à toutes les sauces, avec des significations extraordinairement variées selon les usages philosophiques, psychanalytiques ou autres. Mais je crois qu'il est intéressant de garder l'origine du mot. L'origine du mot, elle a précisément rapport à la question du don. Le symbole, il reconnaît un don qui a été fait. Voilà. Il y a donc, voilà ce que je voulais dire pour commencer, un lien très étroit entre la question de la reconnaissance et la question du don, et bien sûr celle du partage dont vous parlez, qui est une modalité de la relation de don. Ce sont des thèmes extraordinairement complexes, riches. Comment baliser un parcours à travers tous ces termes-là? Je crois que le plus simple, c'est que je vous présente le travail fait par la revue dont je m'occupe depuis une trentaine d'années. Elle a été créée en 1981. Cette revue s'appelle la revue du MAUS, M-A-U-2-S, ce qui veut dire 2 choses. Ça veut dire premièrement mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, traduisez mouvement anti-économiciste, une manière de s'opposer à la tentation, à la tentative de tout réduire à des problèmes économiques. Première signification. Et puis, le deuxième sens du mot, revue du Mauss, c'est un hommage à Marcel Mauss. Marcel Mauss, il est le neveu, l'héritier spirituel intellectuel d'Émile Durkheim, fondateur de l'école sociologique française aux alentours de la fin 19e, début 20e siècle. Et puis, pour nous, il est principalement, pas seulement, mais principalement, l'auteur, en 1924-1925, d'un texte, à notre sens, fondamental, probablement le texte le plus important de toute l'histoire des sciences sociales, qui s'appelle « L'essai sur le don ». Essai sur le don, je résume en une phrase le cœur du propos de Mauss, qui est un propos empirique, un propos ethnographique. Mauss rassemble tout le savoir ethnographique de son temps pour déboucher sur une conclusion à la fois très simple et essentielle. L'homme n'a pas toujours été un animal économique. Il n'y a que fort peu de temps que l'homme est devenu un animal économique. Autrement dit, nous ne sommes pas naturellement des homo economicus. Et, ajoute Mauss, l'homme économique n'est pas derrière nous, dans l'histoire de l'humanité, il est devant nous. Ça, c'est 1924. De fait, il était devant Mauss, et nous sommes en passe de devenir effectivement ce que nous n'étions pas, à savoir des hommes économiques. Comment interpréter ce mouvement de l'histoire? Pour le comprendre, je vous propose, et pour en mesurer toutes les implications, je vous propose de procéder en 3 temps. Premièrement, je rappellerai, parce qu'on peut en tirer quelques leçons, l'histoire de la constitution de cette revue du Mauss. Pourquoi est-ce qu'elle a été créée? Quels en sont les enjeux? Dans un deuxième temps, je présenterai
l'arrière-plan anthropologique de cette affaire du don et de la reconnaissance. Que découvre Marcel Mauss dans l'essai sur le don et en quoi ça nous concerne dans notre conception de ce que c'est qu'un sujet humain. Et puis, troisième temps, j'essaierai d'en tirer quelques implications contemporaines. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette leçon anthropologique pour réfléchir sur notre société actuelle? Avant d'entrer dans ces trois points, peut-être encore une manière de résumer en une phrase l'essentiel de mon propos. Qu'est-ce que j'ai l'impression que nous avons trouvé en 30 ans de travail autour de cette revue, la revue du Mauss, une revue qui est une revue interdisciplinaire de philosophie et sciences sociales, qui regroupe aussi bien des philosophes que des sociologues, des anthropologues, des économistes principalement, très peu d'historiens, pas du tout de linguistes ou guère. Qu'est-ce que nous avons le sentiment d'avoir trouvé? Je crois une manière assez particulière d'interroger la société, d'interroger le rapport social, à partir de l'hypothèse que le rapport social, c'est principalement un rapport de don et de contre-don, dans lequel les sujets humains cherchent à obtenir de la reconnaissance. Voilà, in a nutshell, dans un noyau, l'idée essentielle. Nous sommes tous pris dans des rapports de don et de contre-don, et dans ces rapports de don et de contre-don, nous visons à trouver la reconnaissance que nous recherchons. Une petite précision pour éviter les équivoques que le mot don suscite immédiatement, puisque dans nos traditions culturelles, le mot don est associé à l'idée de la charité, à un fort passé religieux. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le don peut être aussi bien le don de bienfait qu'un don de méfait, un don de coup. Ça peut être un don de cadeaux qui gratifient, qui font plaisir, ou ça peut être un don de coup. Par exemple, en boxe, on peut donner des coups. Il faut donner des coups. Voilà. Et ça peut être aussi un don, non seulement de bien, mais un don de mots, M-A-U-X, un don de méfait, ou un don de mots, M-O-T-S. On peut reprendre toute la question de la langue également sous l'optique du don et du contre-don qui circulent dans les échanges langagiers. Bien, voilà l'idée centrale. Comment est-ce que nous en sommes venus à formuler cette manière de voir la société, de voir les rapports interhumains? Petit retour en arrière, c'est mon premier point, sur l'histoire de cette revue du Mauss, créée, je le répète, en 1981. Pourquoi? Elle se crée à la suite d'une surprise qui vaut la peine de rappeler. Surprise face à une évolution assez sidérante dans le monde de la pensée, dans le monde des sciences sociales d'une part et de la philosophie morale et politique d'autre part. Ce que nous constatons à l'époque, c'est non pas une révolution dans la pensée, mais une révolution dans la division intellectuelle du travail. En deux mots, depuis 2 siècles, la répartition du travail intellectuel entre les disciplines est à peu près la suivante. Les économistes se réservaient l'étude de ce qui se passe sur le marché des biens et services et nous disaient, pour réaliser cette étude, nous allons nous appuyer sur l'hypothèse que les sujets humains sont des hommes économiques, autrement dit des individus séparés, maximisateurs, égoïstes ou indifférents les uns aux autres, ne cherchant qu'à maximiser leur utilité propre. Nous savons que cette représentation du sujet humain est fausse, mais elle nous suffit pour expliquer ce qui se passe sur le marché des biens et services, dans l'économie de marché. Ce qui se passe ailleurs, c'est pas notre affaire, on en abandonne l'étude aux sociologues, aux philosophes, aux psychologues, aux anthropologues, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe dans les années qui s'amorcent dans les années 1960 aux États-Unis, qui se répandent dans les années 70 et qui culminent dans les années 1980? Ce qui se passe, c'est que petit à petit, les économistes se disent, mais finalement, notre hypothèse apparemment simpliste va nous permettre d'expliquer non seulement ce qui se passe sur le marché des biens et services, mais ce qui se passe dans toutes les sphères de l'action sociale. Dans toutes les sphères de l'action sociale, on peut considérer que les êtres humains agissent comme des individus calculateurs, maximisateurs, égoïstes, indifférents les uns aux autres. Et on peut donc calculer, même s'il n'y a pas de prix de marché, on peut calculer la rentabilité différentielle des différents actes. Est-ce que c'est rentable de se marier? De combien? Ça rapporte combien sur une durée de vie de 50 ans par exemple? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que le crime paye ou est-ce qu'il ne paye pas? Il rapporte quel taux d'intérêt? Est-ce que croire en Dieu, c'est rentable? Pari pascalien. Quel taux de probabilité bayésienne, comme on dit, etc., etc. Bien.
Donc la science économique, qui était une science partielle, se présente comme la science sociale totale. Et le plus surprenant, ce qui nous sidère complètement, c'est que les autres disciplines, assez largement, donnent raison à ce mouvement d'impérialisme de la science économique dans le champ de la pensée. C'est le cas, pour rester en France, des courants dominants de la sociologie de l'époque. Du côté libéral, un Raymond Boudon ou un Michel Crozier, en sociologie des organisations, considèrent que la sociologie est simplement une généralisation de l'économie néoclassique, de l'économie néolibérale, avec quelques petites complications. Et du côté néo-marxiste, avec un Pierre Bourdieu, eh bien, Pierre Bourdieu présente sa sociologie comme ce qu'il appelle une économie générale de la pratique. Une économie générale de la pratique. Cette sociologie qui repose sur l'idée que les sujets humains, ça calcule. La différence finalement entre le camp libéral et le camp néo-marxiste n'est pas sur cette idée-là. Les deux participent de ce que j'appelle une même axiomatique de l'intérêt, c'est-à-dire de l'idée que les sujets humains sont intégralement régis par des calculs d'intérêt. La différence est que du côté libéral, on met en scène des calculs d'intérêt conscients sur le modèle de la science économique dominante, alors que du côté marxiste, lié à la psychanalyse, du côté bourdieusien, on met en scène des calculs d'intérêt inconscients. Mais dans les deux cas, l'être humain est présenté comme une machine régie par des intérêts. On trouve le même mouvement du côté de la philosophie politique. La grande œuvre de la philosophie politique de la fin du XXe siècle, c'est celle de John Rawls, Théorie de la justice, 1971, qui pose en substance la question suivante. Quelles institutions politiques désirables, justes, choisiraient des hommes économiques ordinaires? C'est ça la question de Rawls. Autrement dit, des sujets mutuellement indifférents. Nous allons tenter de construire une société démocratique, juste, en faisant l'hypothèse que les êtres humains ne sont que des êtres économiques ordinaires. On pourrait suivre de même la trace de cette généralisation du modèle économique dans bien d'autres disciplines, en biologie par exemple, avec le néo-darwinisme, avec la sociobiologie, peut-être en linguistique, mais là je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là, mais il y aurait des questions intéressantes à poser. Bien, c'est face à cette évolution assez stupéfiante de la pensée dans les années 70-80 que nous tentons de réagir en créant cette revue du mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, autrement dit un mouvement qui s'oppose à la généralisation, à l'absolutisation du modèle économique. Ce que nous allons découvrir petit à petit, et qui est évidemment d'une importance tout à fait considérable, c'est que cette révolution dans la pensée, ou cette révolution plus précisément dans le travail intellectuel, parce que dans la pensée, il n'y a rien de très nouveau qui est dit. Ce qui est différent, c'est l'articulation entre les différentes disciplines des sciences sociales. Et c'est le triomphe d'un certain modèle explicatif. Ce que nous découvrons, c'est que cette évolution intellectuelle, idéologique, aura précédé d'une bonne dizaine d'années, de 10 ou 15 ans, la mondialisation ou la globalisation, dont on parlait tout à l'heure. Car qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Bien sûr, c'est l'internationalisation de l'économie, mais plus profondément, c'est la généralisation du marché à toutes les sphères de l'action sociale. C'est la soumission de toutes nos pratiques à une règle d'efficacité économique d'une part, et plus précisément encore à une règle de rentabilité financière. Donc la norme qui s'impose à toutes nos actions désormais, c'est la norme de la rentabilité financière. Et cette généralisation du modèle de ce que les économistes appellent la coordination marchande, et plus précisément encore de la coordination financière, cette généralisation a été en quelque sorte légitimée à l'avance par cette révolution intellectuelle, légitimée et anticipée par cette révolution intellectuelle. Donc il y a dans le travail que nous essayons de mener à la fois des enjeux théoriques, j'ose pas dire scientifiques, parce que la question de la scientificité des sciences sociales est une question qui mérite discussion. Il y a à la fois des enjeux théoriques de connaissances et des enjeux bien évidemment éthico-politiques. Sur quelles ressources peut-on s'appuyer pour critiquer et combattre intellectuellement, théoriquement, cette généralisation du modèle économique en sciences sociales et dans la philosophie morale et politique? Il y a à la fois beaucoup de ressources et peu de ressources. Il y a beaucoup de ressources parce qu'au fond, il y a toute l'histoire de la philosophie, toute l'histoire de la littérature, toute l'histoire de l'art.
On pourrait montrer que ce qui se cherche dans toute l'histoire de la philosophie, dans toute la littérature, c'est précisément de montrer comment les êtres humains ne se réduisent pas à une mécanique de l'intérêt. Et comment c'est parce qu'ils ne se réduisent pas à cette mécanique de l'intérêt qu'ils deviennent des sujets proprement humains et que c'est là qu'ils trouvent leur grandeur, ce qui leur permet de viser une reconnaissance proprement humaine. Mais le problème de cette tradition, de cette gigantesque tradition philosophique, littéraire ou psychologique, c'est qu'elle est extraordinairement riche et peu appropriable et peu maniable. La grande force des économistes, c'est le simplisme de leurs hypothèses et la facilité avec laquelle on peut, à partir de leurs hypothèses, fabriquer des modèles formels. Ces modèles formels qui vont après être modélisables, mathématisables pour déboucher sur les algorithmes financiers. Si nous n'avons à opposer au modèle économique que l'infinie diversité, l'infinie complexité de la littérature, de l'art, du cinéma, etc., et de la philosophie, nous aurons beaucoup de mal à résister. Quelles sont les ressources proprement théoriques qui visent à la racine? Le modèle économique, eh bien, et là je fais retour à Marcel Mauss, je crois qu'une des ressources principales, pas la seule bien évidemment, mais une des ressources principales, c'est celle de L'essai sur le don de Marcel Mauss. Donc j'en viens maintenant à mon deuxième point, que nous apprend L'essai sur le don de Marcel Mauss. Quelle est en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler la leçon des sauvages, puisque cet essai sur le don rassemble toute la littérature ethnographique disponible à l'époque pour nous montrer ce qui se passe dans les sociétés archaïques, celles qu'on a pu parfois appeler les sociétés sauvages. Marcel Mauss, pour sa part, est très prudent. C'est un savant, même si j'ajoute au passage, parce que je risque d'oublier après, ce qui n'est pas négligeable, qu'il est très engagé politiquement. Il est probablement le principal collaborateur et ami de Jean Jaurès. Il est totalement engagé dans le mouvement du socialisme, d'un socialisme français, héritier de la tradition du socialisme associationniste du XIXe siècle, qui n'est donc pas seulement un socialisme marxiste, qui est un socialisme ouvert à la démocratie et principalement soucieux de l'éclosion du monde associatif. Que découvre Marcel Mauss en rassemblant toutes ces littératures ethnographiques disponibles à son époque? Et la leçon, à mon avis, n'est pas invalidée aujourd'hui. Il découvre que ces sociétés archaïques ne reposent pas sur le marché, sur l'achat et la vente, ne reposent pas sur le contrat. C'est important de dire ça ne repose pas sur le contrat, puisque toute la tradition philosophique dite juste naturaliste repose sur des théories du contrat social. On imagine depuis Hobbes un contrat social originel. On pense que la société repose sur le contrat. Non, montre Mauss, la société archaïque, ou appelons-la, je l'appellerai pour ma part la société première, ne repose pas sur le contrat, elle ne repose pas sur le donnant-donnant, sur le calcul du donnant-donnant, elle repose sur le don. Deux précisions tout de suite. Elle repose pas vraiment sur le don. Elle repose sur ce que Marcel Mauss appelle la triple obligation de donner, recevoir et rendre. On ne peut pas vivre dans cette société sans être obligé de faire des dons, de se montrer généreux. On ne peut pas refuser un don qui vous est fait, sauf à perdre la face, sauf à être déconsidéré, sous réserve de quelques spécifications que je ne dirai pas ici. Et on ne peut pas ne pas rendre un don qui vous a été fait. Voilà la règle fondamentale de la société archaïque. Il faut que les dons soient faits et qu'ils circulent. Voilà. Deuxième précision tout de suite. Que signifie cette obligation d'entrer dans le cycle du don? Elle signifie l'obligation de se montrer généreux, d'afficher sa générosité. Il s'agit de dons ostentatoires. Tout le monde doit voir que les dons sont faits. Et on veut être généreux, l'est-on véritablement? Ça, c'est une autre question. Ça va être la question de toutes les grandes religions. Qu'est-ce que c'est qu'un don véritable? Qu'est-ce que c'est qu'être véritablement généreux? La question n'est toujours pas résolue. La seule chose qui soit sûre empiriquement, c'est que dans cette société archaïque, il faut montrer qu'on l'est, et montrer qu'on l'est davantage que son rival. Car, troisième idée, ce don originel
n'est pas de l'ordre de la charité. La charité, ça viendra beaucoup plus tard avec les grandes religions, à partir de cette matrice originelle. Non, ce don premier, c'est une forme de guerre. Le point fondamental. Mauss parle de don agonistique, c'est un don par lequel on rivalise en générosité, dans une lutte de générosité avec les autres membres de la société, et ça n'a rien de tendre ou de charitable. Il s'agit, au contraire, comme le dit Mauss, d'aplatir son rival, de montrer qu'on est plus généreux que lui, d'aplatir son rival, de le mettre à l'ombre de son nom. Je cite cette belle phrase de Marcel Mauss. Aplatir son rival, le mettre à l'ombre de son nom. Le don est donc une forme de guerre. Mais c'est une forme de guerre paradoxale, puisque c'est une guerre qui permet de faire la paix. Et voilà, je crois, la découverte essentielle de Marcel Mauss. Ce qu'il nous donne, c'est une conception politique du don. Le don, c'est ce qui permet de transformer les ennemis en alliés, ce qui permet de faire la paix, en reconnaissant l'autre, celui qui était son ennemi, comme un partenaire d'échange potentiel. Donc le don est l'opérateur politique par excellence. En un mot, il transforme, il permet de passer de la guerre à la paix, et il permet, je dirais, de passer de la stérilité à la fécondité. Il permet de faire en sorte que là où il n'y avait rien, sauf l'ignorance ou le désert, il y ait tout à coup quelque chose de la société. Détaillons un petit peu cette modalité politique du don. Le don est l'opérateur politique par excellence parce qu'il est l'opérateur de l'alliance. Il est au cœur d'une triple alliance qui structure la société archaïque. Première alliance, ce qu'on pourrait appeler l'alliance horizontale. C'est l'alliance qui est faite entre les guerriers, les jeunes hommes qui s'affrontent et qui décident de déposer les armes et d'échanger des présents et des mots plutôt que des blessures ou des morts. Première alliance, l'alliance horizontale. Deuxième alliance, l'alliance, appelons-la verticale. C'est l'alliance qui vient cimenter la première alliance qui est fugace, toujours réversible. Cette deuxième alliance, elle passe par le don des femmes. Par le don des femmes, l'échange des femmes, dira Lévi-Strauss, mais à mon avis, il vaut mieux parler du don des femmes, des filles ou des sœurs. Et ce don des femmes est bien évidemment fondamental, puisque c'est lui qui instaure l'alliance entre les générations. Ce sont les femmes qui donnent la vie, elles sont précieuses parce qu'elles donnent la vie, et donnant la vie, elles permettent de faire l'alliance entre les ancêtres et les descendants à venir, entre le passé et l'avenir. Elles permettent d'entrer dans le cycle de la vie. Et puis, on peut distinguer un troisième système d'alliance qui va encore cimenter les deux premiers systèmes d'alliance. C'est l'alliance avec les entités invisibles. Ça, c'est l'axe du religieux, ou de ce qu'on pourrait appeler le politico-religieux. Bien, voilà déjà quelques éléments essentiels qui permettent d'identifier les briques de la société première. Je développe encore un tout petit peu. Le don est un opérateur politique qui permet de passer de la guerre à la paix, de la stérilité à la fécondité, à la vie, de la mort à la vie. Il fonctionne sur un mode paradoxal qui mérite d'être précisé. Ce mode paradoxal, je propose de le qualifier, de l'appeler un mode d'inconditionnalité conditionnelle. Un mode d'inconditionnalité conditionnelle. Bon, ça fait un peu bizarre. Qu'est-ce que je veux dire par là? On voit très bien, en lisant Marcel Mauss, que le don premier se présente sous la forme de l'inconditionnalité. Je te donne ça, c'est un don, tu ne me dois rien. Voilà. Et on retrouve là une première dimension, une première signification du mot don. Cette dimension d'inconditionnalité. Et d'ailleurs, comme le montre très bien Mauss, dans ce premier rapport entre deux sociétés qui s'ignoraient et qui se faisaient la guerre, il faut tout donner. Ça, Mauss se montre très bien. Il faut tout donner. Tout ce qui est demandé doit être immédiatement donné. Les armes, les biens précieux, les femmes, les enfants, toutes les richesses, tout doit être donné. La moindre réticence à donner fait rebasculer immédiatement dans l'état de guerre. Voilà donc le premier moment du système du don. Mais en même temps, une fois que l'alliance a été scellée
par l'inconditionnalité, par la mise en scène de l'inconditionnalité, après, on peut commencer à faire les comptes. Et nos bons sauvages sont également des mauvais sauvages, ils passent leur temps à faire les comptes. Est-ce que ce qu'on m'a donné, c'est vraiment la bonne mesure de ma valeur? Ils passent leur temps à calculer la valeur véritable des biens précieux qu'ils ont reçus en échange. Car, bien évidemment, une fois que l'alliance a été scellée, il faut qu'on y trouve son compte. Et celui qui n'y trouve pas son compte peut sortir de l'inconditionnalité et du don. Il y a donc en permanence dans le don ces deux moments, un moment d'inconditionnalité, où on bascule en dehors du calcul, parce que sans ça, on n'en sortirait pas. Si on ne sortait pas du calcul, on resterait dans la guerre de tous contre tous. Il faut sortir hors du calcul, et ça passe par le moment de l'inconditionnalité du don. Mais une fois que l'alliance est scellée, une fois que ça marche, qu'on est en relation, à ce moment-là, chacun peut se demander qu'est-ce qu'il gagne ou qu'est-ce qu'il perd dans la relation. Je ne détaille pas trop, je m'arrête juste sur la leçon anthropologique, sur un point, je crois, tout à fait important. La théorie de l'action, dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que cette découverte de Mauss, car il s'agit d'une découverte véritable, une découverte empirique. Après, on peut discuter de sa factualité, est-ce que c'est bien trouvé, etc. Mais je pense que oui, personnellement. Qu'est-ce qu'elle nous apprend sur les ressorts de l'action humaine? Eh bien, je crois une chose fondamentale que je voudrais détailler un petit peu. Quel est le grand problème des explications utilitaristes de l'action? De ce que j'appelais tout à l'heure l'axiomatique de l'intérêt, qui est notre langage dominant. Langage dominant de la philosophie, des sciences sociales, de la psychanalyse. Cette idée que le seul motif de nos mobiles, c'est l'intérêt. Bien. Il ne s'agit pas de dire que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas d'intérêt dans nos actions. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il n'y a que l'intérêt et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que l'intérêt? Si on est amoureux, par exemple, c'est quoi l'intérêt? C'est un intérêt égoïste ou c'est un intérêt altruiste? Comment évaluer la part respective de ces deux mobiles? Je pense, et en tout cas c'est le pari que nous faisons autour de la revue du Mauss, que l'on peut dégager des découvertes de Mauss et de bien d'autres choses aussi, une théorie non monodimensionnelle de l'action. Et que si on veut sortir de l'économisme généralisé, il faut sortir de cette monodimensionnalité. Bien sûr, les économistes pourront toujours tout réintégrer dans leur système. Il est très facile à un économiste de dire oui, il y a des motivations altruistes. Oui, l'amitié, c'est bien, c'est important. Mais c'est une modalité de l'égoïsme. Il y a des altruistes, d'ailleurs, c'est ce que nous disent les économistes, il y a à la fois des gens égoïstes et des gens altruistes. On calcule qu'il y a 20% d'altruistes, généralement. Mais des économistes nous diront, ces 20% d'altruistes sont une modalité particulière d'égoïstes. Ce sont des égoïstes altruistes. On ramène tout sur le seul mobile de ce que j'appelle l'intérêt pour soi. Qu'est-ce qu'on trouve au contraire si on développe un petit peu la découverte de Marcel Mauss? Eh bien, on découvre qu'il y a en fait 4 mobiles premiers et fondamentaux de nos actions. 4 mobiles premiers qui sont organisés en 2 paires d'opposés. 4 mobiles premiers, irréductiblement premiers, organisés en 2 paires d'opposés. Premier mobile, on va retrouver l'intérêt, mais pour éviter tout équivoque, je préfère parler d'intérêt pour soi. Les mots d'égoïsme, altruisme ne me placent pas beaucoup. Parlons d'intérêt pour soi. Les intérêts de conservation de soi, par exemple. Bien. Il y a d'un côté l'intérêt pour soi, mais il y a de l'autre ce qu'on peut appeler l'intérêt pour autrui. L'intérêt pour autrui, et qui est tout aussi premier, originellement, chronologiquement, psychologiquement, logiquement, tout aussi premier que l'intérêt pour soi. On le voit bien, dès le premier jour, le nourrisson, ou le deuxième selon les cas, le bébé réagit au visage des personnes aux alentours et sourit en symbiose avec eux. Cette ouverture à l'altérité, cet intérêt pour l'autre, est tout aussi originel que l'intérêt pour soi. Nous voici donc avec 2 mobiles premiers qui ne se déduisent pas l'un de l'autre. L'intérêt pour soi d'une part, l'intérêt pour autrui d'autre part. On pourrait retraduire ce langage dans un langage plus contemporain, puisqu'il y a une très grande discussion désormais qui renaît sur la question de l'empathie. On peut mettre l'intérêt pour autrui du côté de l'empathie. Et l'empathie est tout aussi première que l'intérêt pour soi. Et puis,
troisième mobile, je reviens à ce que disait Marcel Mauss. Qu'est-ce qu'il découvre? Ces sociétés sont régies par ce qu'il appelait la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Ça, c'est l'origine durkheimienne. Dans le rapport, qu'est-ce qui fait le rapport social? C'est de l'obligation. On est obligé de faire tout un ensemble de choses. Obligé de donner. On ne peut pas ne pas fêter l'anniversaire du petit. On ne peut pas ne pas fêter Noël, etc., etc. Il y a de l'obligation sociale, et puis il y a de l'obligation physique. On ne peut pas ne pas mourir. Bien. Donc voilà un troisième mobile de nos actions, la dimension de l'obligation, de la nécessité. Mais en même temps, quatrième mobile, nous aspirons à la liberté et à la créativité, notamment dans le domaine de l'art, bien évidemment. Liberté et créativité, qui est organisée par l'obligation, c'est-à-dire par les règles sociales. C'est uniquement parce qu'il y a des règles, dans le cadre des règles, que l'on peut créer quelque chose, engendrer quelque chose. Bien. Nous voici donc avec non pas un motif unique, l'éternelle litanie de l'intérêt pour soi, de l'intérêt toujours renouvelé, mais quatre mobiles sans cesse entrecroisés. Je développe un tout petit peu. Ils sont non seulement entrecroisés en réalité, c'est-à-dire que dans toutes nos actions, il entre des parts variables d'intérêt pour soi et d'intérêt pour autrui, d'obligation et de liberté, mais il faut qu'il en soit ainsi. Et ça, c'est le point fondamental. Il faut, comme le dit Mauss, que nos actions soient hybrides. Il faut qu'il en soit ainsi parce que s'il n'y avait que l'intérêt pour soi, on n'aurait que le marché généralisé, et d'ailleurs un marché autodestructeur, car le marché ne peut pas fonctionner sans un certain taux de confiance avec les partenaires du marché et sans des règles sociales. Même le marché réduit à lui-même ne pourrait pas fonctionner. S'il n'y avait que de l'intérêt pour autrui, ça a été le grand fantasme des sociétés communistes. On basculerait immédiatement dans un registre sacrificiel. Chacun sacrifiant son intérêt pour soi à l'intérêt pour autrui, ça ne peut pas marcher. S'il n'y avait que de l'obligation sociale, il n'y aurait que du ritualisme, de la stérilité, du non-sens. Et s'il n'y avait que de la liberté, il n'y aurait que des actes gratuits, eux aussi dépourvus de signification. Il faut donc à chaque fois, à la fois à l'échelle de la société dans son ensemble et à l'échelle des sujets individuels, parvenir à un certain équilibrage entre ces quatre mobiles de l'action, intérêt pour soi, intérêt pour autrui, obligation et liberté. Qu'est-ce que l'on peut faire de cette découverte de Marcel Mauss, que je résume en quelques traits sans les détailler? En quoi est-ce que ça nous concerne encore? En quoi est-ce que ça nous concerne aujourd'hui? Nous ne vivons pas dans les petites sociétés régies par la triple obligation de donner de Marcel Mauss, mais dans la grande société, dans des sociétés complexes. Question, qu'est-ce qui reste de cette triple obligation de donner aujourd'hui? Question intermédiaire, comment sommes-nous passés des sociétés premières à la grande société d'aujourd'hui? Je commence par la deuxième. Nous y sommes passés à travers le travail du sens effectué par les grandes religions, les grandes traditions religieuses. Qu'est-ce qui s'est joué à travers ces grandes traditions religieuses? Christianisme, islamisme, hindouisme, etc. Ce qui s'est joué, c'est la transformation de ce système du non archaïque. Transformation qui s'est opérée selon trois axes fondamentaux. Universalisation, intériorisation, radicalisation. Universalisation, il faut donner non seulement aux membres de sa famille, de son clan, aux voisins, il faut donner même aux étrangers, même aux inconnus. Première évolution, l'universalisation de l'obligation de donner. Deuxième évolution, la radicalisation. Il s'agit non pas seulement de montrer qu'on donne, il s'agit de donner pour de bon, d'être réellement donateur, y compris de sa propre vie, éventuellement, pour donner aux étrangers. Comment être sûr que l'on est réellement donateur, réellement généreux et pas seulement pour la montre, pas seulement en apparence? Eh bien, grâce à l'intériorisation du don, il faut que ça devienne une obligation non plus ostentatoire, mais une obligation morale. C'est, dira notamment la tradition chrétienne, si on donne sans montrer que l'on donne, alors il y a des chances que l'on donne véritablement, que l'on soit véritablement généreux. Il faut que le don soit intériorisé. Bien. Notre société démocratique, je pense, est l'aboutissement de cette transformation du système du don originel
et qui nous permet et qui nous fait obligation de donner non plus à une entité, non plus à une entité transcendante, à un Dieu en surplomb, mais de donner à l'esprit de la démocratie. L'esprit de la démocratie, cette forme de transcendance immanente qui organise notre société. Plus concrètement maintenant, et d'un point de vue plus empirique, qu'est-ce que l'on peut faire de tout ça? Je crois que nous avons avancé sociologiquement il y a une quinzaine d'années, à partir du jour où nous nous sommes dit, mais finalement, ce système du don, dégagé par Marcel Mauss, est beaucoup plus présent au sein même de nos sociétés qu'on ne pourrait le penser. Il y avait des intuitions de ce côté-là, bien sûr, chez Mauss lui-même, chez Claude Lévi-Strauss, qui décrit par exemple les fêtes de Noël, les cadeaux d'anniversaire, en disant c'est des subsistances de système du don archaïque. Mais si on en restait là, ça serait relativement anecdotique, folklorique, ça ne représenterait pas grand-chose. Si on veut prendre toute la mesure de la persistance du système du don aujourd'hui, il faut prendre conscience du fait que nous vivons en fait dans deux types de rapports sociaux différents, ce que j'appelle deux types de socialités différents, entre lesquels nous basculons, nous passons de l'un à l'autre en permanence, sans trop nous en apercevoir. Ces deux types de rapports sociaux, ces deux types de socialités, je les appelle respectivement la socialité primaire et la socialité secondaire. Je commence par la socialité secondaire, c'est celle de la modernité. Dans la socialité secondaire, celle qui règne sur le marché, dans les entreprises, dans les administrations, dans les institutions, dans la science, dans cette socialité secondaire, l'efficacité fonctionnelle des personnes importe plus que leur personnalité. Voilà. L'efficacité importe plus que la personnalité. Il faut que les choses soient faites et bien faites. Je vais à la poste, je poste ma lettre, si le postier est charmant, tant mieux, mais ce qui m'importe, c'est que la lettre arrive. Voilà. Ça, c'est l'exigence de la socialité secondaire qui fonctionne selon une norme d'impersonnalité. La loi de l'offre et de la demande est impersonnelle. La loi de l'administration, la normativité administrative est impersonnelle. La science est impersonnelle, établit des lois impersonnelles. Mais nous vivons également, heureusement, dans un autre monde qu'est le monde de la socialité primaire. Empiriquement, le monde de la famille, de l'alliance, du voisinage, de la camaraderie, des amitiés, des petites associations, etc., etc. Dans cet univers-là, la personnalité des personnes importe plus que leur efficacité fonctionnelle. Ce n'est pas que l'efficacité n'importe pas. Au sein même de la famille, d'abord il faut bien faire bouillir la marmite, il faut en faire rentrer de l'argent, il faut faire cuire les pâtes, qu'elles ne soient pas trop cuites, il faut sortir le chien, descendre la poubelle, etc., etc. Il faut bien le faire. Et si c'est bien fait, tant mieux. Mais a priori, on reste ensemble, en famille, en couple, en relation, aussi longtemps qu'on attache plus de prix à la personnalité des personnes qu'à leur efficacité fonctionnelle. Sans ça, on retourne devant le juge et on rebascule dans le contrat. On rebascule du don au contrat. Même chose, bien sûr, dans les relations amicales. Notre hypothèse, c'est que la sphère de la socialité primaire reste régie, aujourd'hui encore, par la triple obligation de donner, recevoir et rendre. C'est en donnant que l'on fait fonctionner les relations de camaraderie et d'amitié et que l'on reconnaît l'autre comme une personne singulière. C'est en faisant un don singulier à une personne singulière qu'on reconnaît sa singularité et sa personne. Tiens, je te donne ça, à toi et pas à un autre. C'est le don qui te correspond, c'est le don qui te reconnaît, qui t'identifie. Une fois qu'on a posé cette distinction entre socialité primaire et socialité secondaire, et qu'on a fait l'hypothèse que la socialité primaire reste régie pour des nécessités anthropologiques fondamentales, par l'obligation de donner, recevoir, rendre. À ce moment-là, on peut faire retour à la socialité secondaire et jeter sur le monde de l'entreprise, des administrations, des institutions, un regard assez différent de celui qui est habituellement porté. Car de quoi s'aperçoit-on ? On s'aperçoit que ce monde reste traversé par les exigences de la socialité primaire. Qu'au sein même des entreprises, des institutions, fonctionnent des réseaux de personnes
Et ces réseaux de personnes restent structurés par l'obligation de donner, recevoir et rendre. C'est le point que je vais maintenant détailler pour finir dans un troisième point très rapidement. Si l'on veut comprendre véritablement qu'est-ce qui détermine le fonctionnement effectif des entreprises, des administrations, des institutions, etc., il faut comprendre la place qui occupent les relations de dons et de contre-dons, autrement dit les réseaux de socialité primaire, et l'exigence de reconnaissance. Il est tard, la plupart d'entre vous ont envie d'aller faire du ski, il y a une belle neige, je vais donc simplement donner des têtes de chapitre, sans détailler. Donner quelques éléments d'information sur des débats en cours. Premier élément d'information, on assiste depuis une quinzaine d'années, 10 ou 15 ans, à une mutation de la philosophie morale et politique par prise en compte de la question de la reconnaissance. Et le point est évidemment tout à fait fondamental, ça renvoie à ce que disait Emmanuel Lavoué en introduction ce matin. Que cherchent les sujets humains? Que cherchons-nous? Est-ce qu'ils cherchent principalement à avoir davantage, à posséder davantage, ou est-ce qu'ils cherchent d'abord à être reconnus? Notre hypothèse, c'est que c'est la deuxième réponse qui est la bonne. Ce n'est pas nécessairement une réponse optimiste. C'est la deuxième réponse qui est la bonne et qui signifie que la recherche de l'avoir ou des possessions est une modalité particulière, aujourd'hui dominante, de la quête de reconnaissance. Première idée. Deuxième point fondamental, on voit bien que le sens des luttes sociales a considérablement changé depuis une trentaine d'années. Pendant 2 siècles, tout le combat démocratique a pu être analysé comme un combat pour des luttes de redistribution. Il s'agissait de redistribuer de la richesse des couches dominantes et possédantes vers les couches les moins favorisées. Il s'est agi de revendications principalement matérielles. Depuis une trentaine d'années, les luttes sociales les plus vivaces sont des luttes de reconnaissance. Ça a d'abord été bien sûr la lutte des anciens colonisés pour faire reconnaître leur dignité. C'est la lutte des femmes. C'est la lutte des minorités sexuelles, linguistiques, religieuses, etc. Bien sûr, ces luttes de reconnaissance, ce que disait votre président tout à l'heure, se traduisent facilement par des revendications matérielles, mais la hiérarchie entre les deux types de lutte de reconnaissance et lutte de redistribution, s'est inversée. C'est inversé, et on voit bien que c'est maintenant, au premier plan, surviennent les luttes de reconnaissance, avec des exigences de dignité de reconnaissance. D'ailleurs, moi je suis très frappé personne ne sait ce qui va résulter des révolutions arabes, comme on dit, actuelles, mais ce qui me frappe, c'est qu'à chaque fois, dans tous les pays, le mot premier qui apparaît, c'est la revendication de dignité. Bon, il y a du chômage, il y a de la misère, mais la revendication première, c'est une revendication de dignité, et donc une revendication de reconnaissance. Qu'est-ce que l'on peut faire de ces idées si on se penche maintenant un peu finement sur le fonctionnement des institutions, des organisations? Il faut, je crois, faire toute leur place à l'idée de la présence des relations de dons et de contre-dons et de la demande de reconnaissance. Je ne peux ici que renvoyer à un livre qu'on a publié qui curieusement a obtenu un prix des organisations des directeurs de relations humaines en France, qui est assez curieux parce qu'en fait c'est très critique de ce que font tous les DRH. Ce livre est le livre du sociologue des organisations de Dauphine qui s'appelle Norbert Alter, et le livre s'appelle Donner et prendre la coopération en entreprise. Donner et prendre la coopération en entreprise. Que montre Norbert Alter? Eh bien que la condition même de l'efficacité d'une entreprise, d'une institution, c'est l'effectivité des réseaux de dons et de contre-dons entre les salariés. Que se donnent les salariés? Ils se donnent 36 000 choses. Ils se donnent toutes les informations techniques, les tours de main, les know-how, les savoir-faire, transmis depuis un certain temps, les informations sur l'humeur du patron ou du chef de service, les soutiens psychologiques, on se demande des nouvelles de ce qui se passe dans la famille, comment va le petit dernier, etc., etc. C'est ce qui permet de tenir. Voilà une première dimension de don qui circule comme du sang à travers toute l'entreprise et qui l'irrigue en quelque sorte. Et puis il y a une autre dimension du don, c'est le don, bien sûr, c'est ce que j'appelle l'adonnement, le don à l'esprit de l'entreprise lui-même, la passion que l'on peut avoir pour le travail que l'on fait.
Je développe un tout petit peu ce dernier point parce qu'il est fondamental. Je peux prendre le livre qui est là. Ah non, il a circulé. Bon, alors je lisais hier dans le train un livre de François Dupuis, un sociologue du travail, non pas celui-là, qui s'appelle, merci, Lost in Management. Et François Dupuis, qui a travaillé, c'est un héritier de Crozier, qui a travaillé sur 20 ou 30 très grandes entreprises au niveau mondial, débouche sur un diagnostic extraordinairement pessimiste, extrêmement critique sur l'état actuel du management, en montrant une espèce de catastrophe un peu générale, avec une lueur d'espoir à la fin. J'aurais pu citer les dernières phrases, mais je ne le ferai pas. Et notamment, on montre très bien Dupuis, dans l'espèce d'incertitude où se trouvent tous les managers, tiraillés entre de multiples contraintes, abreuvés de leçons venues des écoles de management, très étrangères à ce qui se passe réellement dans les entreprises. On bombarde tout le monde, tous les salariés, tous les employés, de multiples exigences de reporting, d'évaluation, etc. Il faut passer son temps à évaluer toutes les activités qui sont faites. Je vois le même processus se répandre comme une traînée de poudre à l'université. Il faut passer son temps à remplir des listings de tout ce qui est fait, minute par minute, à la limite par les uns et les autres, pour déboucher sur une évaluation fort problématique. Quel est le problème de ces évaluations généralisées? Il y en a beaucoup, mais je pense que le problème essentiel, c'est le suivant. Il a rapport à la question du don et de la reconnaissance. C'est pour ça que j'en parle. Pour le comprendre, il faut évoquer une distinction utile que font les économistes. La distinction entre ce qu'ils appellent les motivations intrinsèques de l'action et les motivations extrinsèques. Les motivations extrinsèques, c'est ce que l'on fait pour améliorer son revenu, son prestige, son statut, etc. C'est indifférent en tant que tel au contenu de l'activité. Premier registre donc des motivations, les motivations extrinsèques, qui s'opposent aux motivations intrinsèques. Qu'est-ce que c'est que les motivations intrinsèques de l'action ou du travail? C'est ce qu'on fait soit par sens du devoir, le devoir de soigner par exemple, puisque vous êtes dans le milieu hospitalier, le sens du devoir moral d'améliorer la santé publique, etc. C'est ce qu'on fait par, et là on trouve l'obligation, mes 4 mobiles de l'action, c'est ce que l'on fait par empathie, par intérêt pour les autres. Quand même, on ne peut pas les laisser crever, quand même ces blessures sont insupportables, cette souffrance est intolérable, etc., etc. Deuxième mobile. Et puis troisième mobile, fondamental, c'est ce qu'on fait par passion pour le type d'activité dans lequel on est engagé. C'est passionnant, c'est intéressant, ça nous captive, que ça soit le football, que ça soit la boxe, que ça soit la médecine, que ça soit n'importe quoi, que ça soit le chant choral, il y a un plaisir spécifique de l'action, qui n'est éprouvé bien évidemment que par ceux qui la pratiquent. Or le problème de toute une mode du néo-management qui s'abat absolument partout, désormais, c'est qu'il tend à favoriser systématiquement les motivations extrinsèques, puisqu'il s'agit simplement non pas de faire les choses, mais de montrer que l'on fait quelque chose en conformité à la représentation qu'en ont les personnes externes à l'activité. Et donc cette logique aboutit à un tarissement systématique des motivations intrinsèques animées par l'esprit du don au profit des motivations extrinsèques. Un tout dernier mot politique, je pourrais peut-être m'en passer, mais je m'en passe pas. Nous voyons bien que ce monde ne pourra pas durer tel quel très très longtemps. Ce monde du marché généralisé, ce monde dans lequel il n'y a que des homo economicus. Il ne pourra pas durer, déjà il ne dure plus en Europe occidentale, aux États-Unis, parce que les taux de croissance ne suivront plus. Ça a duré aussi longtemps que la démocratie a pu s'appuyer sur de forts taux de croissance. Or, ces forts taux de croissance, nous ne les connaîtrons plus, pour différentes raisons. Ils existent encore dans les pays les pays dits émergents, les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, des taux de croissance vertigineux, 8-10%. Mais nous voyons bien qu'ils ne dureront pas très longtemps, à la fois pour des raisons économiques, comme ça s'est passé au Japon, je ne parle pas du Japon d'aujourd'hui, mais surtout pour des raisons écologiques. La Chine ne tiendra pas écologiquement très longtemps à ces taux actuels. Eh bien, voici qui nous laisse face à une question d'une simplicité dramatique. Jusqu'à présent, notre rapport démocratique a reposé sur la perspective d'un enrichissement indéfini pour tout le monde,
donc d'une croissance indéfinie, qu'allons-nous faire lorsque cette croissance ne sera plus au rendez-vous, lorsqu'on ne pourra plus reporter le conflit social sur une espèce de bouc émissaire positif qui était la croissance. Il nous faudra apprendre à vivre autrement. Il nous faudra donc apprendre à définir une société d'état stationnaire. Je reprends un mot des économistes du XIXe siècle. Une société d'état stationnaire dans laquelle il pourra se passer beaucoup de choses, mais qui ne reposera pas sur une croissance indéfinie. Et ceci nous force, je crois, d'imaginer un post-néolibéralisme. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que ça peut être une société post-néolibérale? Et c'est pour ça que je me suis permis de faire circuler un petit livre parmi vous, que j'ai écrit avec 3 amis il y a 2-3 mois, qui s'appelle « De la convivialité ». J'aurais préféré l'appeler « du convivialisme ». Ce mot est ambigu. Convivialisme, il peut avoir un côté gentillet, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit, je crois, de dépasser, au sens hegelien du terme, conserver les idéologies du 19e, 20e siècle, libéralisme, communisme, socialisme, pour poser cette question très simple. Comment vivre ensemble sans nous massacrer si nous arrêtons, parce que ça va devenir impossible, la quête à une richesse infinie. Voilà, merci beaucoup.